congélation d'ovocytes, soit d'une congélation d'embryons. Donc là, le principe, c'est de faire une stimulation hormonale qui nécessite d'avoir devant soi 15 jours à 3 semaines, qui est le temps d'une stimulation classique. Et en fait, c'est un peu le même principe qu'une fécondation in vitro, ce qu'on fait en fécondation in vitro, c'est-à-dire faire une stimulation hormonale par des piqûres de FSH, LH, pour avoir un maximum de follicules matures, de follicules dominants. Sachant que dans un cycle classique, on a seulement un follicule dominant. Et donc là, l'idée, c'est d'en avoir le plus possible pour pouvoir récupérer les ovocytes qui sont à l'intérieur. Ensuite, il va y avoir une ponction de ces follicules sous anesthésie générale ou sous anesthésie locale par voie endovaginale. Donc ça se fait sous échographie avec une aiguille qui est reliée à la sonde d'échographie endovaginale et qui va aller prélever donc les ovocytes situés à l'intérieur des follicules. Ensuite, les ovocytes qui ont été récupérés, donc c'est les ovocytes matures, c'est des ovocytes qui sont prêts à être fécondés puisqu'on est vraiment au moment de l'ovulation en fait. Donc soit les ovocytes, on les congèle tels quels, soit si la patiente est en couple, on peut les féconder avec les spermatozoïdes du conjoint. Et ensuite, ce sont les embryons qui vont être congelés, en général, après 2 ou 3 jours, comme ça se fait en fécondation in vitro classique. À distance de la maladie, la réutilisation, donc, elle se fait en décongelant ce qui a été congelé. Donc, si ce sont des embryons, ils vont être décongelés puis être replacés directement dans la cavité utérine. Donc, ça va se faire en consultation, il n'y a pas besoin de refaire d'anesthésie ou de traitement. Et si c'était des ovocytes, à ce moment-là, ils vont être fécondés au moment de la décongélation et les embryons replacés dans la cavité utérine. Donc ça, c'est des techniques qu'on peut proposer seulement aux femmes qui sont déjà pubertes, donc pas en pédiatrie. Et on peut donc soit les proposer une congélation d'ovocytes si la patiente est en couple, ou une congélation d'embryons si la patiente est en couple. Alors pour l'ASCO, c'est ces deux techniques, donc congélation ovocytaire et embryonnaire après stimulation, c'est vraiment la technique gold standard de préservation de la fertilité, puisque ça correspond aux techniques de fécondation in vitro, d'aide médicale à la procréation, qui sont faites tous les jours dans les services de fertilité. Donc c'est vraiment la technique à privilégier quand on peut. Alors en termes de rentabilité, on sait qu'il faut idéalement quand même avoir un certain nombre d'ovocytes pour espérer avoir une grossesse. Donc en moyenne, on considère qu'il faut avoir une quinzaine d'ovocytes pour avoir une grossesse, chaque ovocyte ne permettant d'obtenir que 5 à 7% de chances de grossesse. Alors en oncofertilité, donc les études qui ont été faites dans les services où ils font des stimulations comme ça avant de commencer les traitements, ils voient qu'ils arrivent à récupérer en moyenne 12 ovocytes par cycle et par patiente. Donc on n'est pas complètement serein pour être sûr d'avoir une grossesse, mais on s'approche quand même du nombre de ce qu'il faudrait pour être sûr de pouvoir obtenir une grossesse. Après, ce nombre d'ovocytes, il va dépendre évidemment de la patiente et notamment de sa réserve ovarienne. Donc, encore une fois, plus la patiente va avancer en âge, plus sa réserve ovarienne va diminuer et moins on va pouvoir récupérer d'ovocytes par cycle, puisque le nombre de follicules stimulables sera plus faible. Donc, à 39 ans, on pourra espérer récupérer beaucoup moins d'ovocytes par cycle. Donc là, dans cette étude, en moyenne 7 par cycle, par rapport à une femme de 25 ans où on peut espérer récupérer 12 ovocytes par cycle. Et puis, la qualité de ces ovocytes, là aussi divisant avec l'âge. Si on est chez une femme de plus de 38 ans, on sait que la probabilité de grossesse pour chaque ovocyte va diminuer. Donc ça, c'est à prendre en compte aussi quand on va discuter de stimulation ovarienne chez une patiente. Donc c'est plutôt à réserver aux patientes qui ont moins de 38 ans et qui ont une bonne réserve ovarienne. Donc dans les arguments contre, il faut prendre en compte les risques, donc notamment dans le cancer du sein, puisque c'est un cancer hormonodépendant. La stimulation hormonale, elle va entraîner une hyperœstrogénie. Donc clairement, quand la tumeur est en place, on va pouvoir proposer une stimulation chez une patiente qui a un cancer du sein en place. Donc on pourra éventuellement se poser la question de cette stimulation après la chirurgie et avant la chimiothérapie, mais pas tant que la tumeur est en place. Alors il y a certaines équipes dans le monde qui ont proposé des protocoles de stimulation associés avec du létrozole ou du tamoxifène pour limiter l'impact de cette hyperœstrogénie sur le sein. Alors en France, on n'a pas la possibilité d'utiliser ces traitements pour lesquels les laboratoires se sont opposés à ce qui soit utilisé dans cette indication. Donc on utilise en fait des protocoles de stimulation classiques de fécondation in vitro sans utiliser des hormonothérapies.
Donc en termes de sécurité, on commence à avoir quelques données, donc notamment des équipes américaines, qui ont un suivi moyen maintenant jusqu'à 5 ans, où finalement ils ne retrouvent pas d'augmentation du risque de récidive chez des femmes qui font ces stimulations hormonales après la chirurgie et avant la chimiothérapie. Mais je vous rappelle qu'ils utilisent, eux, c'est des traitements, notamment aux États-Unis, ils utilisent le létrozole pendant la stimulation, donc c'est pas exactement la même situation que ce qu'on fait nous. Donc on a quand même toujours cette arrière-pensée dont on discute avec les patientes avant de se lancer quand même. Sachant que dans ces études, ils ont inclus des patients qui avaient des tumeurs limitées en taille, donc la majorité des patients qui avaient des tumeurs de moins de 5 cm et avec moins de 3 ganglions atteints, donc au maximum 2 N+. En termes de faisabilité, donc il faut qu'on ait 15 à 20 jours pour le faire, le temps de faire la stimulation et la ponction. Alors en pratique, dans les études, ils arrivent en général à le faire en 18 jours, le temps d'organiser les consultations, la stimulation en elle-même dure 11 jours. Alors dans les hémopathies, parfois on n'a pas le temps, donc certains lymphomes en fait pris dans l'urgence du traitement. Dans les sarcomes, il est rare qu'on ait le temps, et dans le cancer